Mon propos va porter sur la bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot. Qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque orientale? Eh bien, en 1697, le Journal des savants salue la parution de cet ouvrage qui est destiné à faire date dans la connaissance que l'Europe aura de ce qu'elle appelle l'Orient. C'est la bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot de Molainville qui vient d'être publiée à Paris. 1060 pages in folio, de quoi caler 3 armoires. Le titre, à lui seul, est tout un roman. Leurs histoires et traditions tant fabuleuses que véritables, leur religion et leur secte, leur gouvernement politique, lois, mœurs, coutumes et les révolutions de leurs empires, les arts et les sciences, les vies de leurs saints, philosophes, docteurs, poètes, historiens, capitaines, et de tous ceux qui se sont rendus illustres par leurs vertus, leur savoir ou leurs actions, des jugements critiques et des extraits de leurs livres écrits en arabe, persan ou turc sur toutes sortes de matières et de professions, c'est donc le titre. Le texte a une visée, il s'agit de faire connaître dans leur vérité les cultures arabes, perses et turques en montrant qu'il y a autant de fonds chez les orientaux que chez les occidentaux. C'est une somme impressionnante, une véritable encyclopédie, bien avant celle qu'on aura au XVIIIe siècle, qui balaie les mondes turcs, arabes et persans, 8158 notices sur 8600 entrées, et l'ouvrage remporte un certain succès. Difficile d'estimer la nature de ce succès. En tous les cas, on le réédite 3 fois au cours du XVIIIe siècle. Et pendant 2 siècles, tout ce que l'on va connaître sur l'Orient, mais aussi ce qu'on croit connaître sur l'islam, sera puisé dans cette somme. Donc c'est l'époque où Louis XIV envisage des alliances avec la Perse pour écraser le Grand Turc. C'est l'époque où les missions catholiques essaiment à travers toutes les échelles du Levant et où les marchands comme Tavernier ou Chardin sillonnent la Turquie, la Perse et les Indes pour y faire fortune, où les récits de voyage se succèdent. Politique, région et commerce sont les vecteurs souvent enchevêtrés de l'intérêt pour l'Orient. Le Collège du Roi dispose de chaires d'enseignement des langues orientales, persan, arabe, turc, hébreu, syriaque. Parmi les professeurs, nous avons ce Barthélemy d'Herbelot de Molainville, qui est considéré comme le plus savant des orientalistes de son temps. Colbert fait appel à lui pour un projet qui, au départ, est un projet en 3 volets. Une bibliothèque, d'une part, une anthologie de textes orientaux et un dictionnaire turc, persan, arabe et latin. Seule la bibliothèque sera publiée et elle ne sera pas du vivant de l'auteur, elle sera à titre posthume. À l'origine, cet ouvrage devait être rédigé et imprimé en arabe, mais la fonte des caractères arabes a demandé trop de travail et ils ont renoncé. D'Herbelot a fini par se décourager et il a rédigé son livre en français. Alors, si ce livre a une telle importance, c'est parce qu'à partir de là, toutes les myopies de l'Occident sur l'Orient vont être scellées. Et ces myopies seront ensuite répercutées dans les générations suivantes, en particulier au moment de ce qu'on peut appeler l'orientalisme savant ou institutionnel au XVIIIe siècle en la personne de Sylvestre de Sacy. L'originalité de cette bibliothèque, ce n'est pas seulement sa configuration. Ce sont donc 8558 articles de longueur très inégale qui vont de quelques lignes à quelques pages. Qui précisent des titres bibliographiques, des traductions de termes techniques ou qui donnent des définitions plus longues de culture ou de civilisation. Son originalité par rapport à ses prédécesseurs, c'est simplement qu'elle a pour référence les seuls auteurs orientaux. Environ 180 ouvrages, puisés à la bibliothèque du roi, mais aussi dans la propre bibliothèque de l'auteur. Alors il se trouve qu'il avait reçu en cadeau les collections du grand-duc de Toscane. Après, il avait rendu visite à ce grand-duc et ce grand-duc avait été tellement impressionné par sa culture qu'il lui avait fait cadeau d'un certain nombre d'ouvrages. Donc 180 sources, ça peut sembler beaucoup. En réalité, c'est très peu. Alors c'est très peu, parce que si on accepte le Coran, ce ne sont jamais que 6 ou 7 ouvrages ou auteurs qui reviennent sans cesse et qui sont cités plus de 100 fois. Il y a en particulier Mirkavand, que nous appelons Mirkonde, Kondamir, Al-Zamakhshari, les arabisants pardonneront, Kazwini, Hussein Vaez, tous auteurs de sommes historiques, biographiques, religieuses ou géographiques. En tête de liste vient un ouvrage particulièrement important, qui est rédigé en arabe par un turc célèbre, Khatib Çelebi ou Haj Khalifa, qui est historiographe à la cour ottomane. C'est une somme bibliographique monumentale qui compte 14 500 titres et qui constitue en réalité la source principale de d'Herbelot et peut-être même l'original à partir duquel il a constitué sa propre bibliothèque. En somme, d'une certaine manière, on peut presque dire qu'il a partiellement, en tout cas, copié, traduit aussi,
fin copié. Autrement dit, la source principale du savoir européen classique sur l'Orient, et principalement l'Orient musulman, est un Turc, né en 1609 et mort en 1657, presque un contemporain de d'Herbelot. Ça pose un problème. L'édition de la Bibliothèque orientale ne sera pas assumée par l'auteur, qui est décédé depuis 2 ans, mais par un autre orientaliste de grand renom, Antoine Galland, et c'est justice. Car Antoine Galland est en quelque sorte indirectement l'initiateur de cette bibliothèque orientale. Lors de son 2e séjour à Constantinople, où il a passé 5 ans, Galland est employé à de petits travaux par le nouvel ambassadeur. Il profite de tout son temps libre pour chercher des manuscrits et se livrer à des travaux d'érudition. Il travaille en particulier à ces compilations qui sont caractéristiques de l'esprit du temps, qui sont encore caractéristiques d'une autre. Alors, l'une se compose d'un recueil de 500 sentences arabes qui enrichiront ultérieurement la bibliothèque orientale. L'autre est la traduction partielle d'un ouvrage contemporain d'histoire qui est envoyé à Colbert en octobre 1682 sous le nom de Catalogue des histoires de Haji Khalifa. C'est précisément cet immense texte qui va être traduit par d'Herbelot. Ce texte est précédé d'un avertissement qui explicite les motifs qui ont poussé Galland à cette traduction. La rareté de l'ouvrage. Il n'a réussi à l'obtenir qu'au terme de longues recherches. Surtout, l'usage qu'on peut en faire d'après lui. Il permettrait de sélectionner les titres d'ouvrages dignes d'être retenus et d'éviter ainsi l'inconvénient d'envoyer, comme les prédécesseurs, des manuscrits qui n'ont d'autre intérêt que leur beauté, ou qui sont inexploitables. Autrement dit, le travail de Galland s'inscrit comme celui d'Herbelot dans une perspective scientifique et non littéraire. C'est d'autant plus important que, pour ce qui concerne le travail de Galland, la perspective qui sera répercutée ensuite est une perspective essentiellement littéraire. Dans une lettre en date du 23 octobre 1682, adressée à un certain De Spon, Galland revient avec insistance sur l'envoi qu'il vient de faire à Colbert de ce catalogue des histoires de Hajj Khalifa. Cette traduction donne l'idée tout entière de l'histoire mahométane. Autrement dit, c'est précisément le projet de Antoine Galland de réaliser, de construire une histoire mahométane, qui n'existe pas. Il importe d'ailleurs peu que l'idée soit fondée ou pas, c'est-à-dire il importe peu qu'il soit vrai qu'on puisse construire une histoire mahométane à partir de cet ouvrage. Ce qui est important, c'est que là, c'est l'intuition profonde de Galland, de la nécessité, voire l'urgence d'établir texte à l'appui cette histoire. Et alors, c'est ce qu'il dit. La bibliothèque orientale dont Antoine Galland semble avoir l'idée lorsqu'il se trouve à Constantinople est destinée à un travail scientifique d'historien. Il ne prétend pas fournir une histoire mahométane, mais de quoi l'établir. Le dictionnaire bibliographique Kashf al-Zunun, écrit en arabe par Haji Khalifa, connu sous ce nom, le permettrait. Et Galland entreprit la compilation de son œuvre à Constantinople avant de l'abandonner momentanément pour de nouveaux voyages. C'était un grand explorateur, un grand voyageur, pas nécessairement un orientaliste en chambre. Et donc, il abandonne le projet. Pendant ce temps-là, à Paris, Barthélemy d'Herbelot, lui, a récupéré l'ouvrage et il l'a fait recopier à titre personnel. Cet ouvrage intéresse. Et c'est lui qui va commencer à rédiger cette bibliothèque orientale. Lorsque Galland, à son tour, rentre en France, il découvre que son ami a entrepris le travail et avec bon sens, il le lui abandonne. 2 ans après le décès de Barthélemy d'Herbelot, il assume la publication de l'ouvrage et en rédige la préface. Il la conclut par ces mots. J'ajouterai qu'étant à Constantinople il y a 12 ou 13 ans et n'ayant eu jusqu'alors aucune connaissance des doctes occupations de M. d'Herbelot, j'eus la pensée de travailler à un ouvrage semblable et que je le commençai par quelques cahiers de collection que je conserve encore. Ainsi, ayant joint ce que j'ai pu apprendre de M. d'Herbelot lui-même, aux idées qui m'avaient servi de guide pour faire les premières démarches, c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir suppléé au moins en quelques parties à ce que l'on pouvait attendre de lui touchant cette préface. La bibliothèque orientale, c'est donc l'état du savoir sur l'Orient à la fin du XVIIIe siècle, le dictionnaire de toutes les connaissances de l'époque classique sur ce qu'on appelle l'Orient, à savoir les 3 empires musulmans, l'Empire ottoman, la Perse et l'Inde moghole. À ce moment-là, l'Orient, ce sont uniquement les 3 empires musulmans. Et pendant pas mal de temps, cette identification va imprégner les esprits et construire l'épistémée orientaliste qui est en cours de constitution. Elle sera modifiée ensuite. Hormis quelques spécialistes, Barthélemy d'Herbelot est aujourd'hui un homme largement inconnu, alors qu'au contraire, Antoine Galland est encore présent en particulier dans les manuels de littérature où il est connu pour avoir traduit les 1000 et une nuits, ce qui est vrai. Ce sont ces milieux orientalistes d'ailleurs dans lesquels Jean de La Fontaine va baigner et il va récupérer tout le patrimoine, en particulier les sources indiennes de Pilpay.
tout dépend des prononciations. La bibliothèque orientaliste a donc largement contribué, autant que les paillettes des Mille et une nuits, à construire les myopies du monde savant face à l'islam. Alors que le but de l'auteur est de faire connaître l'Orient dans sa vérité, son érudition et les récits de voyage dont regorge l'ouvrage ouvrent paradoxalement la porte sur un Orient littéraire, source de fiction romanesque jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cette représentation faussée de l'islam et de l'histoire du monde musulman, nous en avons hérité, et elle constitue l'une des sources de bien des malentendus et sans doute même d'une partie de nos malheurs. En tous les cas, elle contribue au malheur de ceux qui vivent en terre d'islam sans en avoir adopté la religion. Le siècle suivant va se libérer de l'héritage de Barthélemy d'Herbelot tout en restant tributaire. Au XVIIIe siècle, la dissociation entre l'étude orientaliste et l'herméneutique des textes sacrés fut un des traits saillants des Lumières. Deux facteurs y contribuent. D'abord, le rejet du christianisme par les précurseurs de la Révolution. Ensuite, l'importance de ce qu'on va appeler les lettres orientales, avec la célébration de la traduction des Mille et une nuits d'Antoine Galland, qui va ensemencer dans les esprits la représentation d'un Orient identifié à une Perse mythique, mythifiée, couleur de Scheherazade, enveloppée dans la poésie pleine de paillettes, des contes et des oiseaux rocs ou phénix, voluptueuse, raffinée, fastueuse, un pur mythe. Ce n'était pas tout à fait l'idée des hommes qui jetèrent les premières semences. De formation jésuite, Barthélemy d'Herbelot avait commencé par étudier l'hébreu, comme beaucoup alors, en vue de lire la Bible dans le texte. À 42 ans, il est titulaire de la chaire de syriaque au Collège du Roi. C'est un grand savant, selon le modèle d'un siècle obsédé d'accumulation des connaissances. Le nôtre aussi, un peu. Il suffit d'aller voir les Julien Lepers, ceux de l'accumulation de connaissances. Extrêmement célèbre de son vivant, on se bousculait pour venir l'écouter dans son académie, un salon littéraire et scientifique. Pour comprendre la nature spécifique de cet orientalisme naissant sous les sabots de la Perse islamisée, il faut faire un bond d'un siècle et il faut examiner deux grandes figures de savants qui vont dominer l'orientalisme à venir, Volney et De Sacy. Le premier est un rationaliste, un voltairien, qui rejette le catholicisme et le combat, avec d'ailleurs une certaine netteté. C'est un voyageur érudit, c'est un savant qui est moulé à l'ancienne. Il est héritier de ceux qui l'ont précédé. Il écrit Les Ruines, c'est son grand œuvre, une somme, qui est une méditation sur l'utilité de confronter les cultures et les religions, qu'il met évidemment toutes sur le même plan. C'est le premier relativiste. C'est une genèse sociopolitique qui essaie de rendre compte de l'évolution politique de l'humanité à partir d'une méditation sans grand optimisme sur la condition humaine. Il construit avec ce livre toute la somme du savoir de son époque sur les religions, dans la mentalité qui est la sienne, celle d'un homme de l'encyclopédie qui croit au pouvoir moteur de la raison et investit son savoir dans l'action militante, antichrétienne. Volney est le digne représentant d'un siècle et il incarne un modèle de savoir qui n'engage pas une rationalité instruite par une ou la synthèse. En face, on a De Sacy. C'est un enseignant, un savant austère, un janséniste, fidèle au catholicisme. Au-delà de leurs différences de mentalité, plus important, ils ne sont pas du même monde scientifique. Leur modèle d'érudition diffère. Antoine Sylvestre de Sacy, qu'on considère comme le père fondateur de l'orientalisme, va assurer presque à lui tout seul la transition avec le siècle précédent et imposer la spécificité de l'orientalisme français. Il est initié à l'hébreu dès l'âge de 12 ans par le bénédictin Dom Berthereau, avant d'apprendre ensuite, presque sans maître, le syriaque, le chaldéen, le samaritain, puis, avec des maîtres cette fois, le turc, l'arabe et le persan. Si l'orientalisme français qui lui doit tant est d'abord un orientalisme islamisant, c'est à cause de la personnalité scientifique de ce fondateur. Le modèle de savant qu'incarne De Sacy est d'une autre trempe que celui de Volney. L'homme ouvre une ère nouvelle. Il est l'auteur d'une grammaire arabe à l'usage des élèves de l'école spéciale des langues orientales vivantes, l'actuel INALCO, marquée par une grammaire de Port-Royal. C'était l'usage. Traditionnellement, on demandait cet exercice à tous ceux qui devenaient enseignants dans cette école prestigieuse. Sans jamais s'être rendu dans un pays arabe, il va acquérir une connaissance inégalée de la littérature arabe médiévale. Et il a conscience des limites de l'apport de ceux qui l'ont précédé. Il dit par exemple, il écrit « Enfin, se présente-t-il un nom de lieu, une date, un nom propre de quelque écrivain célèbre qui puisse donner lieu à une discussion, on feuilletera en vain le plus souvent les ouvrages de d'Herbelot, Renaud II, Reiske, etc. » C'est assez... c'est presque méprisant.
Surtout, il imprima à l'école des langues orientales une dimension qui dépassait nettement sa vocation annoncée. D'abord, il connaît bien l'Europe, en particulier l'Europe du Nord. Il constate le retard de la France, dû à l'absence de structures institutionnelles qui eussent permis le développement de carrières et la transmission de savoir, toutes choses qui existaient dans l'Europe du Nord. Ce modèle d'orientalisme qu'il a en tête, il entend bien l'introduire en France et il y a réussi. Il a permis et même largement défini le cadre institutionnel qui permit au monde savant d'alors de combler le retard accumulé et surtout qui permit à la jeune science naissante de s'épanouir comme science et champ d'études autonome. Comme le dit joliment un autre orientaliste, William Marsay, il a créé la philologie moderne de l'arabe, jeté les bases de l'islamologie, ouvert les voies où marcha triomphalement après lui l'histoire des peuples musulmans, posé les fondements de l'islamologie, ce qui est vrai. Mais il l'a fait, en contribuant à l'effacement des écritures saintes comme à celui de l'écriture coranique. Et cet effacement durable a contribué à l'ignorance actuelle de l'islam de la part de la plupart des Occidentaux. À la fin du XVIIe siècle, Galland et d'Herbelot, on l'a vu, tirent l'essentiel de leur savoir de compilation tardive, XVe, XVIe, XVIIe siècle. Un siècle plus tard, Sylvestre de Sacy aurait-il initié, comme on le prétend parfois, un travail d'exhumation des textes fondateurs qu'il se serait procuré parmi les manuscrits de la Bibliothèque nationale ou qu'il aurait obtenu par son réseau de correspondants établis en Orient, agents diplomatiques, anciens élèves et amis, comblant ainsi l'écart entre des textes datant de 10 siècles après l'hégire et le moment constitutif de l'islam. Rien n'est moins sûr. Il introduit, il est vrai, les écrits d'Ibn Khaldoun, mais c'est un grand géographe voyageur du XIVe siècle, donc entre ce XIVe siècle et Hussein Vez, mort en 1505, la distance temporelle n'est pas flagrante. De quels textes fondateurs s'agit-il? De ceux de l'islam ou de ceux de la culture arabe? S'il a posé les bases de l'islamologie, il l'a fait au prix d'un effacement des textes religieux, à commencer par ceux de la tradition chrétienne, comme de tous les textes religieux qui y affairaient, et en particulier la littérature syriaque, dont il va se détourner. De Sacy a lui-même un intérêt scientifique à entériner la séparation entre l'étude biblique et l'étude de l'Orient. Son propre champ d'étude implique que l'écriture soit évacuée de la production écrite arabe. On ne trouve dans sa bibliothèque que quelques rares exemplaires du Coran, et ils ne sont pas datés. L'œuvre de Sylvestre de Sacy a été vue par Édouard Saïd comme une entreprise de fragmentation réductrice de l'Orient. Récemment, on l'a décrit sur Internet, par exemple, où il y a de très bonnes choses écrites sur cette œuvre. On l'a décrit comme une vaste exploration du patrimoine arabe, ancré dans la connaissance héritée des temps modernes et largement tournée vers la langue, l'histoire et la littérature. Certes, mais il se trouve que le terme arabe, consacré par l'usage, est totalement impropre et contribue à une représentation faussée de l'islam. En réalité, ce qu'il a exploré, c'est le patrimoine de l'Orient islamisé. La domination de ce que nous appelons l'Orient par l'islam s'est faite à partir de la conquête des 4 grandes régions du monde antique les plus civilisées et les plus hautement significatives: la Syrie, l'Égypte, la Mésopotamie et enfin l'Iran, autrement dit la Perse. L'accès au plateau iranien est forcé à la bataille de Niavend, et le dernier souverain perse Sassanide trouve la mort en 651. En un siècle, ces Arabes de l'islam, issus du désert, ces Bédouins, désormais devenus force politique et militaire, submergent l'Iran, occupent l'Asie centrale, enlèvent le Maghreb et enfin l'Espagne. Les Francs les arrêtent à Poitiers. Ils sont contenus quelque temps par les Byzantins et par les Chinois. C'est la haute culture de ces 4 grandes régions que sont l'Égypte, la Syrie, la Mésopotamie et la Perse qu'ils vont absorber avant de s'endormir sous le joug du dogme musulman et tomber au pouvoir des Seldjoukides puis des Ottomans. C'est cet Orient multiséculaire qui restera caché désormais aux yeux des Français du monde savant du XVIIIe siècle sous les paillettes et les voiles de la Perse islamisée. 50 ans plus tard, pour l'Allemagne en particulier, ce sera sous les fastes de l'Inde védique et avestique. Lorsque l'orientalisme européen, que de Sacy a largement contribué à constituer, va se reconfigurer après et autour de la découverte du sanskrit, il va trouver en France, où l'enseignement de la langue arabe s'est sécularisé, les conditions propices au renouvellement de la philologie orientaliste. Mais ce renouvellement se fera en décrochant tout un pan de l'histoire de l'Orient, celui qui touche la longue histoire du syriaque et, avant le syriaque, celle de l'araméen. Le modèle philologique installé va porter ses fruits. La prodigieuse séduction que vont exercer ces pôles de l'Orient mythifié, la Perse, et plus tard l'Inde,
va écarter tout un patrimoine de langues syriaques, chaldéiques et samaritaines, qui ne fera l'objet que de quelques rares mémoires, dont un de Sylvestre de Sacy. Mémoire sur l'état actuel des Samaritains, publié en 1812, ce sera le seul, il n'y aura plus rien ensuite. Au XIXe siècle, une fois que l'Inde se sera imposée comme Nouvel-Orient, l'œuvre de la linguistique, du sanskrit, comme on dira ensuite, et que l'exégèse allemande rationaliste aura fait le reste, tout un pan d'histoire lié à l'araméen sera occulté et le refoulement des écritures hors de la sphère du savoir savant, institutionnel, rationnel va s'imposer massivement. Le phénomène coranique, comme on l'appelle pudiquement, va lui aussi faire l'objet de cet effacement, cet Al-Coran, comme on dit alors, qui fonde la religion qui s'est imposée à une bonne partie du monde civilisé. D'où vient-il? Dans quelles conditions a-t-il été rédigé? De quand datent les premiers exemplaires du texte? On ne trouve mention d'aucune de ces questions. Le savoir des Arabes sur la question est admis comme tel, sans examen. Le geste majeur de Barthélemy d'Herbelot et de l'orientalisme est celui de collationner. C'est un effort immense qu'il faut saluer. C'est Antoine Galland qui nous donne quelques indications dans la préface de la bibliothèque sur la question du texte coranique. L'Alcoran, qui est souvent cité, y est paraphrasé ou expliqué par les auteurs les plus authentiques, et particulièrement par Hüffen Weiss, qui l'a paraphrasé et commenté en persan, et on dit persien alors, que M. d'Herbelot n'a pas tant affecté de citer plus souvent que les autres, parce qu'il l'avait dans sa bibliothèque, que parce qu'il lui a paru plus raisonnable. Autrement dit, le Coran dont dispose l'orientaliste est un Coran annoté par un auteur persan mort en 1505. Deux myopies vont obscurcir le jugement occidental sur l'islam. L'idée selon laquelle la culture et l'érudition d'une civilisation islamique viendraient d'un monde arabe alors qu'elles viennent d'un monde islamisé et islamisé de force. L'identification entre ce monde arabe et le monde musulman. L'emploi de termes impropres renforcés par l'usage comme monde islamique en lieu et place de monde islamisé. Une hypermétropie va se greffer sur ces myopies déjà lourdement altérantes. Le poids de la littérature, toute la merveilleuse poésie arabe des Mille et une nuits, qui témoigne surtout de la capacité de l'islam à s'approprier les richesses culturelles des élites des peuples soumis. Les Mille et une nuits sont des contes et légendes issus de l'Inde, mais portés par les voyageurs arabes qui s'ennuyaient pendant les longs trajets en mer, et qui les ont inévitablement enveloppés dans les voiles de leur propre culture. La langue elle-même, arabe elle-même, a une histoire. Elle n'est pas écrite d'abord avec l'alphabet que nous connaissons, mais avec celui d'autres peuples, les Sabéens, puis les Nabatéens, qui utilisent une variété d'araméen. Cette forme archaïque est pourtant appelée assez improprement le vieil arabe. Ce n'est qu'au VIe siècle après Jésus-Christ qu'apparaît une écriture propre qui devient peu à peu l'alphabet arabe. C'est cet alphabet que l'État musulman, fondé en 622 par Mahomet à Médine, adoptera, essentiellement pour des raisons politiques. Selon toute vraisemblance, cette écriture a été élaborée par les Arabes chrétiens de la vallée de l'Euphrate vers la fin du Ve siècle. Le plus ancien texte dans cette écriture date de 512 et complète l'inscription dédiée à Saint Serge, rédigée en grec et en syriaque. L'alphabet arabe descend donc d'une écriture syrienne, dont le modèle reste encore discuté, développement d'un alphabet nabatéen. 25 ans après la mort du prophète, les Omeyyades, qui avaient animé la résistance de la Mecque à cette nouvelle religion, s'en emparent. Ils en voient les avantages. Mais on ne refoule pas ainsi la vérité. Il faudra patienter encore 50 ans et attendre les découvertes décisives du rocher de Behistun et la naissance de la syriologie pour que le visage de l'orientalisme savant soit reconfiguré. Le rocher de Behistun est un immense rocher sur lequel on trouve en trois écritures, en une seule écriture, trois langues, l'inscription du roi perse Achéménide. Ça fait date, puisqu'à partir de ce moment, les savants vont commencer à travailler sur ce qu'ils appellent les écritures persépolitaines, et qui deviendra tout simplement ensuite ce qu'on va appeler le cunéiforme, et qui est tout simplement l'irruption de la syriologie. Avant, en 1771, la découverte du Zend Avesta par Anquetil du Perron va également réintroduire ce qui va devenir, avec Eugène Burnouf en particulier, l'iranologie. L'ancien Iran, occulté par la Perse islamisée, fait irruption dans la sphère de l'orientalisme, libéré partiellement du moins du carcan de l'hellénisme, cette autre myopie occidentale. La Perse anté-islamique ouvre ses portes, et sous les sabots de Darius, un monde ancien commence à se dévoiler
la Syrie. Avec la naissance de la syriologie, la fascination pour ce monde islamisé qu'on appelle désormais bien à tort le monde arabe va enfin relâcher son emprise. Mais les immenses avancées dans le domaine de la connaissance de l'Orient ancien, les travaux sur l'islam des origines, sont toujours difficiles. Que l'analyse des sources coraniques ne constitua pas une priorité pour des hommes qui fondent une discipline nouvelle, il n'y a rien qui doive nous scandaliser. Qu'un monde musulman qui a intériorisé et rendu sacrilège l'analyse des sources de sa croyance soit dans l'impossibilité d'entreprendre cet examen, rien non plus qui doive nous émouvoir. Que nous héritions des myopies de chercheurs qui ont précédé dans le travail de constitution d'un savoir, c'est fréquent, quoique regrettable. Mais les myopies de notre Occident ont aujourd'hui des conséquences criminelles pour ceux dont la culture a été effacée de notre sphère de connaissance de l'Orient et dont l'existence en est d'autant plus fragilisée, les chrétiens d'Orient et les minorités non musulmanes de l'Orient. Guérir de notre aveuglement, examiner nos préjugés, nos savoirs reçus, voire imposés sur une religion qui semble bien avoir besoin de toute urgence d'un peu de vérité sur ses origines et sur sa nature, c'est faire ce qu'on appelle une œuvre de science, mais c'est faire aussi, dans le langage un peu oublié du christianisme, une œuvre de miséricorde.